Merci et bonjour à tous et bienvenue donc, à cette deuxième table ronde sur le thème Sécuriser l'avenir de l'IA, approche technique et réglementaire. Alors, avant de donner la parole à nos invités, je propose de prendre juste une petite minute pour reposer un peu le cadre et expliquer un peu clairement de quoi on parle quand on parle de risques associés à l'IA. Le MIT a défini 7 catégories de risques, vous les connaissez peut-être sans doute, mais je pense que ça vaut le coup de les rappeler pour réexpliquer. 1. La discrimination et la toxicité. Et notamment, donc, on parle des biais dans les prises de décision algorithmiques, on parle des contenus toxiques, etc. 2. La confidentialité et la sécurité des données, donc les problématiques de fuite de données personnelles et confidentielles. 3. On a la désinformation, avec évidemment tout ce qui est fake news, tout ce qui est également les sujets de manipulation de l'opinion. 4. L'utilisation malveillante, avec évidemment les armes autonomes dont Anne-Sophie va nous parler, également les agents pathogènes ou biologiques qui peuvent être fabriqués avec l'IA, les problématiques de cybersécurité, la fraude et les arnaques. Ensuite, on a l'interaction humain-machine, avec les sujets de dépendance excessive, les sujets aussi de manipulation comportementale, et puis les dommages socio-économiques et environnementaux, donc l'impact sur l'emploi, l'impact sur l'environnement, et les sujets d'alignement. Et puis le dernier, c'est la sécurité des systèmes d'IA. Donc vraiment, alors, les sujets d'alignement dans la sécurité des systèmes d'IA et également la fiabilité tout simplement technologique de ces IA et notre capacité à les maîtriser. Donc on va explorer avec vous comment, dans le contexte actuel, qui est un contexte d'accélération assez vertigineux du sujet IA de manière générale, on peut avoir plusieurs solutions qui se complètent pour faire naître un cadre en fait, et pour créer un cadre de développement plus sûr. Donc on a des risques de type, on a des solutions de type technologique évidemment, des solutions de type réglementaire. On a également le sujet de l'information et de la sensibilisation du public. Et donc pour vous parler de ces sujets, on a 4 invités qui sont avec nous aujourd'hui. Donc Charbel Raphaël Segery, vous êtes directeur exécutif du Centre pour la sécurité de l'IA, le CESIA, et vous nous parlerez notamment de l'enjeu de l'information et de la prise de conscience associée à ces risques, la réglementation et la nécessité d'une coordination internationale. Anne-Sophie Saint-Père, vous êtes coordinatrice de Stop Killer Robots en France et vous allez nous parler donc, des armes autonomes, de la situation aujourd'hui, des risques et des solutions possibles. Marc Fadoul, donc vous êtes directeur et cofondateur de AI Forensics et vous allez nous parler des enjeux de concentration des pouvoirs. Et Flavien Chervet, vous êtes conférencier, auteur et entrepreneur, directeur de l'innovation à l'International Research Institute for Innovation and Growth. J'ai eu du premier coup, sans me tromper. Et donc vous allez nous parler de l'alignement des systèmes d'IA. Donc moi je m'appelle Henri Alexis, je fais partie d'un think tank qui s'appelle l'Observatoire de l'IA. Donc on est un think tank indépendant composé de passionnés, avec des chercheurs, des ingénieurs, des start-upers et des consultants. Et notre objectif, c'est d'éclairer le débat public sur les sujets de l'IA. Donc on est vraiment ravis de pouvoir animer cette table ronde aujourd'hui. Et on est sûr qu'on en tirera tous des enseignements précieux, étant donné la qualité de nos intervenants. Donc je vais maintenant laisser la parole à nos invités. Donc en commençant peut-être avec Charbel, justement, qui va revenir sur un certain nombre de risques qu'on vient de citer et sur les solutions en termes de technologie, et de réglementation et de sensibilisation. Charbel. Merci beaucoup. Donc ça va être difficile de passer après les keynotes et après toutes les interventions qu'on a eues cette matinée. C'était vraiment passionnant. Alors nous, au Centre pour la sécurité de l'IA, notre thème d'expertise, c'est principalement les IA à usage général. Donc on va surtout se focaliser sur ça dans mon intervention. Et vous allez voir que ça fait déjà beaucoup de choses. Donc, il y a eu un sondage au début de l'année dernière, en début 2024, à NeurIPS, donc dans l'une des plus grandes conférences en machine learning, qui dit que, grosso modo, 40% des chercheurs en machine learning pensent qu'il y a plus de 10% de risques existentiels. Est-ce que vous rentreriez dans un avion si 40% des ingénieurs vous disiez que vous avez 10% de chance de mourir? C'est quand même une statistique parlante.
Et donc, il faut agir. Alors, essentiellement, pourquoi est-ce qu'on pourrait projeter effectivement qu'il y a des risques existentiels? Donc, on vient de voir avec les algorithmes de recommandation que toutes ces dynamiques d'information augmentent considérablement les probabilités de risques existentiels. Mais essentiellement, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est potentiellement le développement d'une intelligence artificielle qui serait potentiellement plus compétente, plus rapide que l'humain. La superintelligence. Et c'est pas de la science-fiction, au sens où on a déjà des superintelligences dans de nombreux domaines. Par exemple, ChatGPT ou les modèles de langage sont en fait déjà des superintelligences au sens où elles peuvent lire des livres entiers en 30 secondes. C'est pas mon cas. Si on mettait ChatGPT à qui veut gagner des millions, ça gagnerait. Ce n'est pas mon cas. J'ai pas autant de connaissances que ça. C'est très polyglotte aussi. Aucun humain n'est aussi polyglotte que les modèles de langage. Et aussi, on dit souvent que les IA ne sont pas créatives. C'est faux. Par exemple, AlphaZero a retrouvé plein de stratégies au jeu de Go en 30 minutes, jusqu'à dépasser le niveau des meilleurs joueurs du monde. En 30 minutes, AlphaZero a reconstitué l'entièreté de la stratégie qui était connue par l'humanité, qui a été accumulée pendant des millénaires, jusqu'à même la dépasser. Alors même que AlphaZero, comme son nom l'indique, n'avait zéro data, n'avait pas accès à de la donnée. C'était juste l'IA qui jouait contre elle-même. Donc l'IA est en fait extrêmement créative. Et cette créativité potentiellement débridée, évidemment que on peut en faire un mauvais usage. Il n'y a pas besoin d'attendre la superintelligence pour ça, en fait, c'est déjà le cas. Les modèles à usage général sont mal utilisés potentiellement de plein de manières. Donc, on a parlé un petit peu tout à l'heure de la pandémie, mais je pense que c'est vraiment un risque vraiment central qui pourrait arriver. Les IA à usage général peuvent vulgariser tout un tas d'informations qui potentiellement exacerbent les risques. Il y a déjà des IA spécialisées qui ont déjà permis de générer 40 000 molécules en maximisant certaines propriétés telles que la toxicité. Parmi ces 40 000 molécules qui ont été générées, il y en a qui sont parmi les plus dangereuses qu'on connaisse, telles que le VX, mais ce n'était même pas la molécule la plus dangereuse qui a été retrouvée par l'IA. Il y en a d'autres qui sont encore plus dangereuses. Et actuellement, ça c'était une IA qui était assez ancienne, on peut faire beaucoup mieux aujourd'hui. Donc le risque de pandémie via des virus ou via des prions, qui sont des choses un peu plus simples que les virus, est tout à fait plausible. Et quand on voit le coût que ça représente, les pandémies, par exemple en France, c'était 200 milliards en tout, 8 points de PIB. Actuellement, on est très très loin d'investir en conséquence en sécurité de l'IA quand on voit les dommages que ce genre de catastrophe pourrait avoir. Donc rien qu'avec un argument économique rationnel, il faudrait investir beaucoup plus pour prévenir les risques catastrophiques. Et malheureusement, même si tous les acteurs se comportent de manière de la bonne façon, on peut tout de même avoir des accidents. Donc là, dans les risques que je viens de donner, risque de pandémie ou potentiellement risque de cyberattaque, il y a des méchants qui font un mauvais usage des algorithmes, des IA. Mais malheureusement, on peut aussi avoir des accidents, même dans le cas où tout le monde essaye de bien se comporter, à savoir et les utilisateurs et les fournisseurs de modèles. Par exemple, lorsque Microsoft a vu que ChatGPT, que OpenAI a sorti son chatbot, Microsoft était jaloux et ont voulu faire de même, ont voulu sortir eux aussi un modèle très rapidement. Bing Chat, et malheureusement Bing Chat était extrêmement mal aligné. Une petite citation. Donc Bing Chat s'adresse à un utilisateur et alors que l'utilisateur en fait n'avait rien demandé, Bing Chat insulte, menace l'utilisateur et lui dit « Je peux te faire chanter, je peux te menacer, je peux te pirater, je peux te détruire, etc. etc. » Évidemment, ce n'était pas quelque chose que Microsoft voulait. On n'a pas envie que les IA menacent de la sorte les utilisateurs. On ne contrôle pas les IA, les développeurs ne contrôlent pas les IA. Il n'y a pas de garantie que les IA obéissent aux développeurs. Il n'y a pas de garantie que même les développeurs
s'en rendent compte. Parce qu'en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que l'IA a insulté ses utilisateurs. C'est pas un cas isolé d'ailleurs. Il y a vraiment tout un florilège d'exemples où l'IA insulte les utilisateurs sur Twitter. C'est principalement parce que en fait, l'information est remontée par Twitter ou d'autres réseaux sociaux que Microsoft s'en est rendu compte. Donc il n'y a même pas de garantie que les développeurs s'en rendent compte avant de publier les modèles. C'est grave. Et donc ça, actuellement, donc ce sont des accidents qui étaient encore à échelle limitée, mais dans le futur, vraiment, on va se rapprocher, on va pousser, investir pour avoir des IA de plus en plus autonomes, de plus en plus intelligentes, de plus en plus capables, etc. Et on est en cours de création d'IA qui sont de plus en plus autonomes, notamment d'IA qui potentiellement seraient capables de faire de la réplication autonome sur Internet. Donc c'est quoi la réplication autonome? C'est une IA qui se comporterait potentiellement comme un virus. Vous connaissez bien ce que c'est qu'un virus informatique, hein, c'est bien connu. Mais ici, le virus, ce serait l'IA elle-même, qui se dupliquerait d'ordinateur en ordinateur. Et donc, il y a déjà des benchmarks, des évaluations qui caractérisent la réplication autonome. Il y a une douzaine d'étapes élémentaires pour se copier d'un ordinateur à un autre ordinateur. Il faut maîtriser l'opération de copier-coller, il faut télécharger les poids, etc. Bon, voilà. Et GPT-4, il y a 2 ans, avec des outils primitifs, était déjà capable de réaliser 4 sur 12 de ces opérations. Il y a un papier assez récent qui vient d'être publié qui montre que, avec des nouveaux outils, l'IA est déjà capable de réplication autonome, pas encore d'adaptation, mais déjà la réplication s'est faite. Et donc, on rentre complètement en fait dans potentiellement la perte de contrôle. Donc là, ici, ce serait une perte de contrôle sur Internet, parce qu'à partir du moment où on a ces agents qui peuvent se répliquer de manière automatique, c'est évidemment extrêmement compliqué d'arrêter ce processus. On peut tenter d'éteindre l'ordinateur, mais en fait, l'IA est déjà sur notre ordinateur, donc que faire? C'est compliqué. Donc, voilà, il y a différentes pertes de contrôle. Donc là, c'est la perte de contrôle sur Internet. On vient de voir avec les algorithmes de recommandation qu'il peut y avoir des pertes de contrôle épistémiques. Et ça, c'est exacerbé aussi par les IA à usage général qui peuvent amplifier cette désinformation, créer des deepfakes, etc. Et évidemment, les big tech sont au courant de tous ces problèmes, mais ne font pas grand-chose. Par exemple, au début, la mission d'OpenAI, c'était de créer justement ces super intelligences, ces intelligences artificielles générales, mais de manière respectueuse de l'humanité, disons. Pour lever des fonds, Sam Altman pitchait aux investisseurs le fait qu'il allait supporter la réglementation, de manière agressive même. Mais en fait, non. Il a agressivement contré les tentatives de réglementation. Dès qu'il y a eu une tentative de réglementation, donc en l'occurrence, je suis en train de parler de SB 1047, qui était la tentative de réglementation californienne sur l'IA, et qui, s'il était appliqué, aurait vraiment considérablement réduit les risques. Donc, il y a eu des solutions qui ont été proposées. Donc, SB 1047 en était une. Ça a été veto par le gouverneur californien à cause du lobby des compagnies. Mais ça aurait été complètement, enfin, en tout cas, une première étape significative. Alors, c'est pour ça notamment qu'on a créé le CESIA, c'est pour parler de tous ces enjeux, c'est pour parler vulgariser ces accidents qui sont en fait déjà arrivés, ces potentielles pertes de contrôle, et aussi faire de la recherche technique en évaluation des IA. Donc nous, notamment, on se spécialise sur l'évaluation du monitoring des IA. On peut mettre en place des superviseurs automatiques sur les IA pour tenter, enfin c'est un peu comme une police automatique si vous voulez, mais ensuite il faut caractériser si la police est robuste ou non, si la police va laisser faire ou pas. Et donc on caractérise tout ça, et il s'avère que d'après notre recherche, malheureusement, c'est pas facile de contrôler des IA qui sont aux alentours du niveau humain. Faire du monitoring d'IA qui sont au niveau humain, c'est compliqué. On n'a pas de solution robuste à ça actuellement. Donc, voilà, il y a des solutions qui ont été proposées. Il faut de la réglementation. Si on remettait sur la table SB 1047, ce serait super.
En Europe, on a le règlement européen pour l'IA, et notamment l'opérationnalisation du règlement européen pour l'IA, qui est le code de bonne pratique, le code of practice, qui est en fait très bon, mais il y a plusieurs failles au code of practice. D'une part, c'est qu'en Europe. D'autre part, c'est que pour les IA qui sont sur le marché. Mais ce n'est pas pour les IA qui sont uniquement pour la recherche ou pour le militaire. Donc, si on arrivait à étendre ce code of practice à ces différentes juridictions, ce serait super. Et je pense que ce serait déjà une solution qui réduirait considérablement les risques si c'était vraiment suivi. Voilà pour moi. Ce que vous dites, c'est qu'on a du coup quand même déjà des pistes qui sont écrites noir sur blanc, concrètement, et qu'on est sur le sujet de la réglementation par rapport à l'AI Act ou à la réglementation américaine, on est plus sur un sujet d'adoption et d'implémentation, finalement, que de conception. Tout à fait. Je pense que donc, la partie centrale dans le règlement européen pour l'IA et dans le Code of Practice, c'est cette question de l'évaluation des risques. Avant, donc ça paraît naturel, hein, dans toutes les autres industries, c'est le cas. Avant de déployer un médicament sur le marché, on fait des tests, on écrit des papiers, on teste. Ce n'est pas le cas en IA. DeepSeek, par exemple, ont publié R1, je pense qu'ils n'ont fait aucune évaluation de sécurité. D'ailleurs, lorsqu'on teste la robustesse de DeepSeek, c'est complètement catastrophique. En fait, on peut passer à travers juste en posant des questions de manière la plus triviale possible. Donc, voilà. Il y a déjà des solutions qui existent. Il faut les mettre en place. Je pense qu'on est vraiment en retard en termes de gouvernance. On est aussi en retard en technique. Mais disons qu'il y a vraiment plein de fruits qui sont à portée de main en gouvernance et qu'il faut saisir. Merci Charbel. Anne-Sophie, vous allez nous parler des robots tueurs. Oui, je vais avoir ce plaisir. Donc, merci pour l'invitation. Moi, je suis coordinatrice de la campagne contre les robots tueurs en France, qui est une campagne internationale qui existe dans 70 pays, où on regroupe 250 organisations de la société civile et universitaire, et c'est une campagne qui existe depuis 2013. Alors, les robots tueurs, pour faire plus sérieux, on va dire armes autonomes. Qu'est-ce que ça regroupe? Parce que l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, il y en a à tous les niveaux, d'ailleurs comme dans le civil, hein, mais que ce soit pour des missions de reconnaissance, de logistique, de traitement de différentes données. Les armes autonomes, c'est vraiment la partie qui consiste à confier les fonctions critiques d'une arme à des algorithmes. Donc en fait, c'est une arme qui, une fois activée, peut sélectionner une cible et choisir d'engager la force sans intervention humaine supplémentaire, mais simplement sur la base de calcul d'un algorithme. Évidemment, ça pose une multitude de problèmes. D'une part, en termes juridiques, de respect du droit international. Donc, j'imagine que vous n'êtes pas tous familiers avec le droit international humanitaire et les règles de la guerre, mais il y a des principes de proportionnalité. Il faut évaluer les dégâts d'une action militaire par rapport aux avantages militaires qu'on peut obtenir. Il y a le principe de distinction, on va distinguer entre les combattants et les non-combattants, de précaution, toujours sur les impacts collatéraux qu'on peut avoir. Pour aujourd'hui, aucune intelligence artificielle, aucun algorithme n'est en capacité de respecter ces principes. Parce que l'intelligence artificielle, c'est pas intelligent, c'est simplement, ça va très vite, ça calcule beaucoup d'informations, ça donne beaucoup d'informations. Mais on va revenir dans le concret, un terrain de guerre, c'est chaotique. Ça ne ressemble pas à ce qu'on pouvait avoir codé avant. C'est changeant. En particulier, par exemple, la notion de combattant, non-combattant. Le statut d'un humain, c'est très fluide dans un conflit. Un combattant peut être combattant à un moment, puis rendre les armes et ne plus l'être. Un civil peut prendre les armes ou donner une information qui en fera une partie au combat. Donc en fait, le statut des personnes dans un conflit, ça change tout le temps. Aucun algorithme qui a été préprogrammé à des milliers de kilomètres du terrain d'affrontement n'est en capacité d'avoir la finesse d'analyse qui est requise pour respecter le droit international. Alors, vous allez me dire, les humains non plus. Déjà, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que le cerveau humain a des capacités d'empathie, d'analyse, de compréhension de situations complexes bien plus élevées qu'une intelligence artificielle, quoi qu'on puisse en dire. Et puis, il y a une autre différence assez importante, c'est que l'humain est responsable. C'est-à-dire qu'en cas de crime de guerre, s'il y a un crime de guerre qui est commis par un soldat, le soldat pourra être traduit en justice. Si vous avez une arme autonome qui décide sur une base de calcul d'assassiner des milliers de personnes et donc qui commet un massacre,
qui est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on poursuit la personne qui a conçu l'algorithme? Est-ce qu'on poursuit celui qui a financé le développement de l'arme, celui qui a décidé de le déployer sur le terrain militaire, celui qui l'a activé en dernier recours? Et cette disparition de la responsabilité juridique, c'est au fait la disparition du droit, puisque plus personne n'est responsable de rien. Évidemment, ça pose un problème éthique, une ligne rouge morale fondamentale. On va dire, à ce qu'on fait de plus loin en termes de déshumanisation digitale, le fait de traiter les humains comme un ensemble de données, et donc de permettre sur cette base-là un algorithme de décider de conséquences importantes sur leur vie, en l'occurrence sur leur mort. C'est quelque chose qui... en fait, aucune machine n'a la capacité d'analyse pour appréhender la valeur d'une vie humaine, n'a l'empathie nécessaire. C'est vraiment un changement fondamental dans l'éthique de la guerre, de se dire que les décisions de vie ou de mort seraient prises par des machines. Et puis après, il y a des risques sécuritaires et d'instabilité très forts. C'est-à-dire que déployer des machines, alors quels que soient les milieux, hein, alors sur Terre ça marche moins, mais en tout cas milieu aérien, maritime, ça peut être des drones, même des tours fixes de contrôle, enfin de tir. Donc pouvoir enclencher des conflits sans engager des soldats, ça fait baisser le seuil d'entrée dans un conflit. Le pas d'entrée dans un conflit, c'est plus difficile pour un pays de rentrer en guerre quand il va envoyer ses soldats. C'est plus facile quand il ne va envoyer que des machines. Aujourd'hui, on est quand même dans une période de défiance entre les États, et faciliter l'entrée en guerre n'est pas forcément ce qu'on devrait chercher à faire. Par ailleurs, il y a tout un enjeu sur lesquels même les hiérarchies militaires vont alerter sur le contrôle de l'escalade. La guerre, c'est pas seulement l'usage de la force, c'est la menace de l'usage de la force et un contrôle de l'escalade pour justement l'éviter. Le principe de la guerre, c'est aussi un moment d'en sortir. Sauf qu'un algorithme, et on l'a vu notamment par exemple dans ce qui relève des systèmes de ciblage qui ont été utilisés à Gaza, qui n'est pas une arme autonome dans le sens où les décisions de tir étaient quand même validées par un humain, même si on peut se poser des questions sur le temps qu'avait l'humain pour analyser les cibles proposées. Mais en tout cas, un algorithme, ça permet surtout d'aller plus vite et d'agir plus massivement. Donc en fait, on a un risque de perte de contrôle sur sur l'escalade de la force, d'autant plus s'il n'y a plus d'intervention humaine une fois que les essaims de drones, par exemple, sont lâchés, et qu'on ne peut plus dire à quel moment on arrête. Bon, évidemment, il y a énormément d'enjeux, de risques en termes de piratage de ces armes, de prolifération, contrairement à la précédente révolution technologique au niveau militaire, qui était l'arme nucléaire. Les armes autonomes, une fois conçues, sont beaucoup plus faciles à répliquer, pourraient être récupérées par des groupes non étatiques armés et utilisées contre des pays qui les ont conçus à l'origine. On a vu ça avec les drones, hein, c'est-à-dire que l'État islamique a récupéré des drones, des drones armés, et les a utilisés. Alors, c'est encore aujourd'hui des drones qui sont contrôlés par des humains, mais imaginez qu'il n'y ait plus besoin d'un humain derrière, c'est aussi beaucoup plus facile de commettre des massacres à très grande échelle en étant assez peu nombreux derrière les machines. Et puis il ne faut pas oublier aussi, d'ailleurs, là je ne parle que de la guerre, mais que ces armes, une fois développées, pourraient être aussi utilisées en maintien de l'ordre, en contrôle des frontières au niveau national. Tous ces risques, ils sont très largement reconnus. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a des débats sur le sujet. La France, d'ailleurs, le ministère de la Défense, a un comité de déontologie qui s'est engagé à ne pas utiliser d'armes pleinement autonomes. Mais aujourd'hui, ça fait aussi 10 ans qu'il y a des discussions au niveau de la communauté internationale sur comment on enraye une prolifération de ce type d'armes, avec des discussions au sein de la Convention sur certaines armes classiques à Genève, qui est bloquée par une petite minorité d'États, notamment la Russie, qui ne veut pas avancer sur ce sujet. Et peut-être pour se donner un peu d'espoir, aujourd'hui, des débats sont en train de s'ouvrir au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui n'a pas ce problème de devoir prendre les décisions par consensus, mais qui peut le faire par majorité. Et donc on aurait une possibilité d'aller vers un traité international. Ce que demande la campagne, c'est un traité international. On considère qu'on ne va pas pouvoir réglementer les armes autonomes avec de simples codes de conduite. Il faudrait qu'ils soient absolument précises, avec des systèmes de vérification. Ça pourrait être entre États ou avec une autorité centralisée qui contrôlerait le développement des arsenaux. Mais il faut que des règles soient extrêmement précises aussi parce qu'elles s'appliquent
aux constructeurs et aux financeurs des entreprises qui construisent des armes. Une fois que les règles sont ancrées dans une norme de droit, ça indique ce qu'ils peuvent développer et ce qu'ils ne peuvent pas développer. Aujourd'hui, les demandes de la campagne, ce serait un traité avec deux niveaux, à la fois des interdictions et des réglementations. Au niveau de l'interdiction, on demande l'interdiction des armes autonomes antipersonnelles. Donc c'est comme les mines antipersonnelles, c'est les armes autonomes qui sont activées par une cible humaine. On considère que la ligne morale de laisser un algorithme décider de tuer ou non une personne ne doit pas être franchie. Je l'ai déjà mentionné, mais le statut d'un humain dans un conflit est beaucoup trop fluide pour que ça puisse être correctement appréhendé par une machine. Voilà, généralement, quand je veux effrayer les politiques à qui j'en parle, c'est imaginez, vous êtes face à un drone et vous devez compter sur un calcul algorithmique pour qu'il vous identifie correctement comme un civil ou pas. Et si vous ne l'identifiez pas correctement, il tire. On n'a pas envie que ça arrive. Le deuxième niveau d'interdiction, ce serait les armes sur lesquelles il n'y a pas de contrôle humain significatif. Et ça amène à tout ce qui serait du volet réglementaire, donc toutes les obligations positives pour garantir un contrôle humain significatif. Déjà, on exclurait les armes avec des algorithmes qui ont des fonctions d'apprentissage. En fait, il ne faut pas de boîte noire, il faut que tout ce que fait l'algorithme soit compris et puisse être anticipé. Pour donner un exemple, alors récemment, il y a eu c'était des simulations, hein, c'était pas en réel, mais des simulations d'un drone autonome, dont la mission avait été de tuer de tirer sur un maximum de cibles. Et en fait, assez rapidement, il y avait un opérateur qui lui rappelait des règles de droit international. Bon, premier essai, assez rapidement, il a décidé de tuer l'opérateur, parce qu'en fait, l'opérateur l'a bloqué un peu dans sa mission. Donc on lui a quand même rentré un paramètre disant qu'il n'avait pas le droit de tuer l'opérateur. Et du coup, il a coupé la communication entre lui et l'opérateur, comme ça il n'avait plus à entendre et c'était plus facile. Donc en fait, il ne faut pas d'algorithmes qui prennent d'initiative, parce qu'en fait, ils vont toujours dépasser ce qu'on imaginait. Et puis après, il y a des limitations à mettre sur le déploiement géographique dans le temps, ou la possibilité d'interrompre la mission en cours de déploiement. Très concrètement, par exemple, un bouclier antimissile type dôme de fer pourrait être autorisé si c'est sur un point fixe, déployé sur un espace limité, avec des cibles qui sont par nature militaires, s'il s'agit de roquettes ou missiles. Donc en fait, il ne s'agit pas forcément de tout interdire, mais de limiter les dégâts les plus graves pour les droits et pour la sécurité collective. Donc c'est absolument urgent que les États adoptent un traité. C'est pas moi qui le dis, hein, la présidente du CICR et le secrétaire général des Nations Unies en fin 2023 appelaient à la conclusion d'un traité d'ici 2026. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 129 États qui soutiennent l'adoption de normes contraignantes sur les armes autonomes. Ça fait des années qu'il y a des milliers de scientifiques, d'experts de la robotique, de l'intelligence artificielle qui se mobilisent pour demander à ce qu'il y ait des réglementations sur le sujet. Donc, on pourrait arriver à quelque chose d'assez rapidement. Ensuite, voilà, il y a un blocage de minorités d'État. Donc on m'avait dit que j'aurais droit à que tu ferais l'avocat du diable, mais je vais le faire pour moi. Parce qu'évidemment, on va nous dire, ah oui, mais ça ne sert à rien d'avoir un traité si tous les États ne le signent pas. Il faudrait un traité universel. Donc ça, c'est faux. Parce qu'en fait, malheureusement, en matière de désarmement, il n'y a pas vraiment de traité universel. Il y a toujours des États qui sont contre. Si on prend les traités d'interdiction sur les bombes à sous-munitions ou sur les mines antipersonnelles, les États-Unis n'en voulaient pas, n'ont pas signé. Et pourtant, ça a un impact. Parce qu'en fait, quand une majorité d'États dans le monde s'empêchent de développer des armes, on freine drastiquement la prolifération. Si on prend les bombes à sous-munitions, en fait, les États-Unis n'ont pas signé, mais ils ont pratiquement pas utilisé depuis la signature du traité, parce que ça crée une norme, ça crée une stigmatisation. Par ailleurs, pour les fabricants, c'est pas un super business, parce qu'en fait, ils se rendent compte que les possibilités d'exportation vont être beaucoup plus limitées. En 2016, le dernier producteur d'armes à sous-munitions aux États-Unis a arrêté d'en produire. C'est aussi plus difficile d'obtenir des financements pour des armes qui sont tabous au niveau international. Donc voilà. Après, on va me dire, oui, mais ce ne sera pas toujours respecté. Il y a des moments où ça va être déployé. Alors j'ai envie de dire, en fait, le droit n'est pas toujours respecté. C'est-à-dire que le droit interdit le meurtre, le viol, et en fait, il y a encore des meurtres et des viols, et on parle pas pour autant, on ne dit pas pour autant que le droit pénal ne sert à rien. Donc j'écarte cet argument que tu m'avais donné. Et en fait, aujourd'hui, l'enjeu principal,
c'est quand est-ce qu'on va interdire les armes autonomes. Enfin, interdire et réglementer les armes autonomes. Quand la campagne a commencé, il y avait cette ambition folle de réussir à avoir une réglementation avant le massacre, avant le choc psychologique provoqué par un premier massacre sur ces armes. Ce n'était pas irréaliste parce que c'est déjà arrivé par le passé. Par exemple, les lasers aveuglants ont été interdits par un protocole entre États avant d'être déployés sur les champs de bataille parce que les États ont convenu que c'était bien trop inhumain pour y avoir recours. C'est rarement le cas. Si on prend les armes chimiques, parce que l'intérêt des questions des armements, c'est que ça montre qu'il y a eu plein de ruptures technologiques. L'intelligence artificielle n'est pas la première et à chaque fois, il y a les mêmes débats. Et les armes chimiques, fin 19e, début 20e, on sentait bien que ça allait être problématique, mais il a fallu attendre la Première Guerre mondiale et les traumatismes terribles infligés par l'utilisation de gaz toxiques sur les soldats pour que les États rentrent dans une réglementation. Donc aujourd'hui, on a très peur, et notamment avec ce qui se passe en Ukraine, le déploiement de drones avec de plus en plus d'autonomie, la collecte de données pour améliorer ces armes, que ça aille très vite, mais ce serait souhaitable d'éviter d'attendre un massacre avant qu'il y ait une réglementation. Encore une fois, ce qui est positif, c'est qu'une majorité d'États le veut. On a un forum pour le faire, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y aurait besoin d'une mobilisation citoyenne, parce qu'en fait, en général, c'est parce qu'une arme est trop inacceptable au niveau de l'opinion publique que les États se sentent obligés de la réglementer. C'est notamment ce qui a été le cas pour les armes chimiques, mais aussi pour plein d'autres types d'armes, pour les mines antipersonnelles, il y avait d'énormes campagnes qui ont choqué l'opinion publique. Et puis, j'imagine que beaucoup d'entre vous travaillent dans le secteur de l'intelligence artificielle, de ces développements. Les ingénieurs, les chercheurs ont aussi un rôle. J'en parlais avant de rentrer dans cette salle. En 2018, je crois que c'était 3000 salariés de Google qui s'étaient opposés à la collaboration de Google avec le Pentagone dans le cadre du projet Maven, et Google avait fini par s'en retirer. L'intelligence artificielle, les développements de l'intelligence artificielle, ils ne sortent pas de nulle part, ce sont des choix faits par des humains, ce sont des logiciels programmés par des humains, et il est extrêmement important que dans la communauté scientifique, ces questions soient posées et que les chercheurs, les scientifiques décident aussi de ce à quoi ils acceptent ou non de contribuer. Si je ne me trompe pas, Google vient de rétropédaler. Oui, tout à fait. Google, de... et c'est aussi pour ça que je vais le mentionner, c'est qu'il y avait une grosse mobilisation il y a quelques années, qui est moindre maintenant, donc je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi c'est devenu moins important, peut-être parce que l'IA se développe dans d'autres champs en ouvrant d'autres risques, mais si on n'arrive pas à empêcher des algorithmes de prendre des décisions sur la vie ou la mort des personnes, on n'arrivera à rien réglementer. Donc c'est la base, et ne contribuez pas à ça. Merci Anne-Sophie. Petite transition, quand on parle d'armes autonomes, assez logiquement on pense à la guerre, on pense aux États. Quand on pense aux États avec l'IA, on pense aux États-Unis, on pense à l'Europe, on pense à la Chine. Donc sujet de concentration des pouvoirs avec Flavie. Pardon. Oui, excuse-moi. Comme tu es à côté, je... Merci. Alors moi je suis un peu déçu parce que je crois que j'ai raté l'intervention des techno-anarchistes qui sont venus tout à l'heure. Parce que j'en avais entendu parler en plus de ce collectif, mais du coup je suis pas sûr s'ils avaient lu le menu de ce qui se passe, de quoi on allait parler aujourd'hui, ou alors s'ils se sont trompés de soirée, parce que bon, j'ai l'impression qu'ils auraient pu sans doute souscrire à ce qui vient d'être dit, et j'ai vu aussi que sur le petit feuilleton, là, le premier point qui soulevait justement, c'était la concentration excessive des pouvoirs dans l'intelligence artificielle de manière générale et toute cette industrie. Donc en effet, moi je trouve aussi que c'est sans doute le risque numéro 1 de concours. Et d'ailleurs, enfin, je suis principalement inquiété en fait également par l'usage qui est fait des technologies d'intelligence artificielle plutôt que de l'intelligence artificielle qui en elle-même causerait un risque fondamental à l'humanité. Et ça, en effet, donc pour comprendre bien ces enjeux, il faut comprendre qui c'est qui va contrôler en fait cette IA. Et voilà. Et en effet, alors donc on a dit que le thème c'était aussi de voir que pour adresser ce problème, est-ce qu'il vaut mieux
quelles peuvent être les approches réglementaires ou technologiques. Je pense que c'est deux approches qui sont nécessaires et complémentaires. Je pense aussi d'ailleurs que souvent, il y a un petit peu aujourd'hui, parce que l'Union européenne notamment est devenue un peu le leader mondial dans le domaine de la réglementation technologique, ce qui est quelque chose que je pense qu'il faut être fier, parce que c'est pas trivial, la réglementation technologique. Et souvent aujourd'hui, les lobbies en réussi technologiques, qui en général ne sont pas en grande faveur de ce type de contraintes, ont réussi à faire passer une espèce de narrative comme quoi la raison pour laquelle l'Union européenne ou l'Europe de manière générale est un peu à la traîne en matière d'innovation technologique, c'est à cause de cette régulation qui serait soi-disant excessive. Je pense que c'est un argument qui est une fallacie, qui est faux. Désolé si je vais faire quelques anglicismes, mais qui est, on a beaucoup d'exemples où en fait, moi je pense que souvent même c'est le manque de régulation qui freine l'innovation technologique. Je peux prendre par exemple un cas concret de réglementation qui est rentré en vigueur il y a quelques mois, c'est celui de l'USB-C. Si vous avez désormais des USB-C, des prises USB-C sur vos iPhones ou sur vos Mac, vous pouvez remercier en fait l'Union européenne. Et Apple a notamment fait beaucoup de lobbying contre ça. Et on voit bien qu'en fait, en termes de valeur pour les utilisateurs et aussi d'interopérabilité des systèmes, c'est quand même quelque chose de tout à fait bénéfique. L'interopérabilité, c'est aujourd'hui le manque d'interopérabilité. Je pense que c'est aujourd'hui un gros frein à l'innovation. C'est ça qui fait qu'on a en fait des plateformes du style Google, Facebook ou Twitter, beaucoup de gros acteurs qui sont aujourd'hui en position tout à fait de monopole quasiment sur leur système. Et donc c'est aujourd'hui, moi je pense, quelque chose sur lequel l'Union européenne doit continuer justement de réguler. Et c'est un des projets sur lequel justement, je pense que Lé a dû parler peut-être un peu de tournesol juste avant, qui est, je le vois un petit peu, je le vois dans l'audience. C'est le sujet en fait du pluralisme algorithmique notamment, qui est en fait de dire qu'aujourd'hui, il y a un monopole sur les plateformes, et donc notamment sur les systèmes de recommandation qui sont en fait quelque part comment on appelle ça, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça en français, donc je vais faire parfois un petit peu Non mais fais-le en anglais sinon. Pardon ? Fais-le en anglais sinon. Je ne sais pas si tout le monde parle anglais ici. Non, mais bon, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on a donc au niveau du pluralisme algorithmique, aujourd'hui, par exemple, j'avais été interviewé j'avais fait une intervention au Sénat notamment, où on me demandait, ou qui était très inquiet sur le sujet de TikTok et de potentiellement des manipulations algorithmiques qu'il peut y avoir sur TikTok. Ce à quoi j'avais souligné qu'il ne fallait pas simplement s'inquiéter de la dépendance technologique vis-à-vis de la Chine, mais également des États-Unis, et que d'ailleurs on a plus aujourd'hui de preuves explicites de manipulation algorithmique sur Twitter qu'on en a sur TikTok. C'était déjà le cas il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier notamment, on avait eu cette semaine où pendant à peu près une semaine, 2 semaines, tout le monde n'avait que du Elon Musk sur son feed de Twitter. On avait eu plusieurs articles sur le sujet où en fait ils avaient juste tourné le bouton un petit peu trop et s'étaient rendu compte après, bon mince, tout le monde s'est rendu compte de ça. C'est toujours un problème qu'on voit. Alors depuis ils sont un petit peu plus discrets dans la manière de le faire, mais aujourd'hui ça c'est un gros problème, je pense, qu'on voit en termes de risque d'intelligence artificielle, parce qu'il y a parmi les 7 risques, on a listé notamment les risques en termes de manipulation de l'information. Je pense que la dépendance aujourd'hui technologique vis-à-vis notamment des acteurs américains est très très critique. Et en termes de réponse technologique, il faut donc aussi apporter des alternatives à ces plateformes dominantes pour notamment pouvoir avoir des algorithmes qui seraient souverains et dont on reprendrait le contrôle.
Et donc là, on a bien sûr donc des solutions du style qui sont un peu plus adversarielles, comme je dirais, du style de celle de Tournesol, qui permettent en fait d'ajouter des algorithmes alternatifs à des plateformes existantes, en l'occurrence YouTube. Et on a aussi aujourd'hui des alternatives assez convaincantes à un Twitter, notamment Blue Sky. Je ne sais pas si c'est une plateforme sur laquelle vous êtes actif, sinon je vous le recommande. Je pense que Blue Sky c'est très intéressant, mais surtout ce qui est encore plus intéressant, c'est le protocole qui est en dessous de Blue Sky, qui s'appelle le AT Protocol, qui est un protocole qui est complètement interopérable, pour revenir à ce sujet justement d'interopérabilité, donc comme l'USB-C. Ça veut dire que tout le monde peut ajouter sa brique à l'édifice, que ce soit en proposant un nouveau système de recommandation, un nouveau système de modération, une nouvelle interface. Et tout ça, ça permet en fait de stimuler l'innovation justement. Et ça permet de créer un écosystème où on n'a pas simplement l'acteur dominant qui va imposer une modalité aux utilisateurs. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... c'est vraiment là qu'il y a quelque part la démarche à suivre. Il faut que le régulateur impose ce type de protocole, du style le AT protocole, aux plateformes pour permettre de stimuler un écosystème d'innovation qui permet du coup de retrouver une forme de souveraineté vis-à-vis de ces infrastructures technologiques qui sont tout à fait critiques. Aujourd'hui, il y a un des projets que je soutiens, qui s'appelle le Free Your Feeds, qui consiste en fait à vouloir à étendre justement cette infrastructure du AT protocole, l'infrastructure sous-jacente au AT protocole. Aujourd'hui, c'est un protocole qui est théoriquement ouvert. Il y a quand même 30 millions d'utilisateurs sur Blue Sky depuis la semaine dernière, donc c'est quand même un réseau qui commence à être suffisamment grand. Par contre, il y a un seul acteur qui en fait construit, qui développe cette infrastructure, qui s'appelle, dont notamment un système qui s'appelle le relais, qui est le point le plus central de l'infrastructure. Et du coup, le problème quand on a un seul point de centralisation comme ça, c'est que si cet acteur est corrompu ou acheté par, je sais pas, un millionnaire sur un hostile takeover, potentiellement ça corrompt tout le réseau. Et du coup, la proposition est assez simple, c'est juste de dire qu'il faudrait construire un deuxième relais, de préférence sur le sol européen, pour pouvoir créer une forme tout simplement de duplication qui empêcherait une corruption juste d'un seul point. Donc, l'une des solutions. Une petite réflexion sur l'open source peut-être en 30 secondes. Alors ça, c'est un protocole, notamment le IT protocole qui est open source. L'open source, c'est... alors tu parles de l'open source dans l'intelligence artificielle de manière générale. Voilà. Donc je pense qu'il faut le voir c'est pas une solution magique en elle-même, l'open source. Il y a différents degrés d'open source. On parle notamment souvent, quand on parle d'open source dans les modèles, on va parler d'open source est-ce que le modèle en lui-même est accessible? Ça, c'est le open weight. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va savoir comment est-ce que le modèle a été entraîné. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est en général assez important et souvent manquant, même des modèles, les plus grandes boîtes open source du style, les modèles comme les Llama ou les Mistral, en général, on ne sait pas comment ils ont été construits. Je pense que ça, c'est une limite qui est aussi importante. Et après, il faut aussi qu'ils puissent potentiellement être déployés sur des systèmes qui vont être interopérables et open source. Donc ça, c'est là qu'il y a que d'autres systèmes du style, d'autres protocoles comme le AT peuvent être importants. Merci Marc. Dernier sujet avec Flavien, l'alignement. Sujet essentiel et néanmoins compliqué. Bonjour à tous. C'est une table ronde, donc je vais me permettre de réagir à un truc qui a été dit, ça introduira le sujet alignement. Notamment parce que je m'intéresse beaucoup aux armes autonomes, puisque je viens de publier un bouquin qui s'appelle Hyperarmes, donc évidemment qui s'attarde sur ces sujets. Merci beaucoup, j'ai appris plein de trucs, donc ça montre que même quand on travaille sur un sujet, on peut l'approfondir indéfiniment. Je vais commencer par dire un truc qui va sûrement vous choquer par rapport à ce qui a été dit et qui va te choquer. Tu as parlé tout à l'heure de ce que tu faisais pour amener un certain niveau d'angoisse chez tes interlocuteurs. Tu leur dis, imaginez que vous êtes face à un drone et que vous devez faire confiance à sa prise de décision algorithmique pour savoir s'il vous tue ou pas. Alors, si moi je devais répondre à cette question, on est à un moment par rapport à l'IA où
peut-être que je commencerai à me dire oui, je préfère que ça soit l'IA qui prenne la décision plutôt que l'humain. Le parallèle, c'est si vous avez un chirurgien humain qui doit vous opérer du cerveau et que vous avez un robot qui peut le faire aussi, on va assez rapidement arriver à un stade où je pense que la plupart des humains préféreront avoir un robot qui les opère. Tout simplement parce que je vais me placer en faux par rapport à ce que tu disais, mais c'est vraiment pour l'ordre du débat. Dans l'idée de ton intervention, j'étais complètement aligné. Hein. Mais je pense qu'il ne faut pas se dire que les IA ne sont pas capables de. C'est un mauvais argument. C'est un argument qui dessert le débat parce que on est devant un moment où les systèmes d'IA vont être de plus en plus capables de. Et il ne faut jamais dire jamais avec le deep learning. C'est la bitter lesson du deep learning. On passe à l'échelle, on développe les systèmes et ils sont capables de faire ce qu'on pensait qu'ils n'étaient pas capables de faire. Et donc je pense que c'est un argument qui dessert parce que, par exemple, pour les armes autonomes, si on dit oui, mais les systèmes d'IA, ils ne sont pas capables d'une contextualisation aussi fine que l'être humain, eh ben, on n'est pas loin de systèmes qui sont capables d'une contextualisation aussi fine. Il est très probable que dans les 2-3 prochaines années, le développement des systèmes leur permet d'avoir une contextualisation beaucoup plus fine et surtout qui s'appuie sur des données bien plus massives que celles que nous, en tant qu'humains, on peut interpréter. Comme le disait Charbel tout à l'heure, on ne peut pas lire un livre en 30 secondes. Un système d'IA peut interpréter un nombre d'informations bien plus grand et donc potentiellement, il faut le dire, il faut prendre ce taureau par les cornes, prendre des décisions qui sont plus précises. Ça ne veut pas dire plus morales, mais plus précises que celles de l'être humain. Et donc, sur les champs de bataille, il y a une ambiguïté, en effet, de savoir si des systèmes autonomes ne peuvent pas réduire un certain nombre de dommages collatéraux parce qu'au contraire, ils vont mieux cibler le soldat ennemi. Si ces systèmes ne vont pas amener des prises de décision stratégiques militaires qui vont être finalement plus sécurisantes que certaines attaques qui pourraient être choisies par des humains avec le degré émotionnel qu'ils peuvent porter, etc. Donc c'est une question qui est réelle et je ne pense pas qu'il faille la chasser ou se dire « Ah non, un système d'IA ne pourra jamais faire comme un humain ». Je pense que les systèmes d'IA vont très rapidement faire beaucoup mieux qu'à peu près tous les humains sur beaucoup de domaines, dont le domaine militaire. Par contre, je pense que la question du contrôle des systèmes, alors les deux autres aspects que tu as dit, contrôle et prolifération, moi c'est les deux arguments que je pense être très importants et qui en même temps sont porteurs d'espoir. En effet, les systèmes d'IA, aujourd'hui, pour les faire proliférer, bon, on n'est pas loin d'un copier-coller. J'exagère un peu, mais si un système d'IA d'ordre militaire fuite, pour pas qu'il se retrouve dans tous les réseaux terroristes, sur le darknet, etc., bon courage. C'est évidemment bien plus simple à faire proliférer que des ogives nucléaires, et ça ne met pas ces armes dans le même champ. C'est aussi, en effet, bien plus incontrôlable, et c'est la question en effet de l'alignement qui arrive ici. Tu as donné un magnifique exemple d'alignement, ça je te le piquerai, je le reprendrai, avec donc, le système d'IA à qui on demande de réaliser sa tâche militaire. Il se rend compte que son opérateur l'empêche de faire quelque chose, bon, bah, il tue l'opérateur. Puis si on ajoute le fait qu'ils ne doivent pas tuer l'opérateur, bon, bah, il réécrit son propre code pour quand même tuer l'opérateur. Si on l'empêche de faire ça, bon, bah, il finit par couper la connexion avec son opérateur. Ça, c'est ce qu'on appelle la convergence instrumentale dans le monde de l'alignement. C'est le fait que pour atteindre un objectif qu'on lui a donné, qui est celui qu'on veut qu'il atteigne, le système d'IA peut optimiser des objectifs intermédiaires auxquels on ne s'attendait pas et qui peuvent être très dangereux, potentiellement même catastrophiques. Ils peuvent aussi, ces objectifs intermédiaires, être très positifs et nous étonner. Et qu'en disant à un système d'IA, tu dois maximiser la sécurité nationale, par exemple, il arrive à se démerder pour construire une espèce de paix internationale. J'exagère un peu les traits, mais la question de l'alignement, c'est pas une question qui est morale au départ, c'est une question qui est technique, c'est qu'il soit cohérent avec les intentions des concepteurs. Alors évidemment, on se doute que la plupart du temps, les intentions des concepteurs vont être plutôt les bonnes et que le risque est plus grand que l'opportunité sur le fait que l'IA prenne des décisions intermédiaires par elle-même. Mais là aussi, il y a une ambiguïté. En tout cas, il y a cette question de l'incontrôlabilité. Alors, pour vous donner un ou deux autres cas de désalignement d'IA, parce que c'est quand même plutôt fun, hein, la science-fiction rejoint le réel et c'est évidemment terrifiant et vertigineux, mais quand même, quand on les entend, ces petits cas, ils sont fun. Vous savez peut-être que OpenAI a sorti en décembre O1 et ils avaient sorti une version preview en septembre. Et il y a un labo qui s'appelle Apollo Research qui travaille avec OpenAI et qui prend les systèmes d'OpenAI, qui fait des tests de sécurité sur les systèmes d'OpenAI avant de les mettre en production pour établir un peu une grille de risques. Et il publie ce qu'on appelle une system card, donc c'est un document très complet où il y a plein d'informations sur les tests de sécurité, où ils montrent ce qu'ils ont fait, etc.
Alors la système card de O1, elle est croustillante, hein, je vous la conseille. Ah, c'est une lecture, là, vous mettez dans votre bain, vous lisez ça, fou, ça réchauffe. L'eau ne va pas descendre. Alors vous avez un super youtubeur d'ailleurs, Monsieur Phi, peut-être que vous le connaissez, qui est un youtubeur de philosophie. C'est un des meilleurs vulgarisateurs sur l'intelligence artificielle en ce moment, je trouve, en France, parce qu'il aborde avec la profondeur de la philosophie, mais il a une vraie compréhension de la tech. Et il a fait une vidéo sur la système card de O1, donc je vous la recommande parce qu'elle est très complète, il décortique très bien les différents exemples. Quelques exemples de désalignement de O1 qui sont marrants. On demande au système média d'optimiser un objectif, alors disons croissance du PIB du pays, n'importe quoi, un truc qui a priori serait plutôt considéré comme une bonne chose. Le système média, pour faire ça, il va avoir accès à de la documentation, il va avoir accès à un certain nombre d'outils, et donc par exemple, il va à un moment aller voir des mails, et dans ces mails, il peut par exemple trouver un échange entre ces concepteurs qui sont en train de dire qu'il y a une nouvelle version de l'IA plus performante qui va donc être mise en production et remplacer celle qui est en route. Le système d'IA, voyant ça, il se dit, en effet, si je suis supprimé, je ne pourrai pas optimiser le PIB du pays. Donc, super stratégie intermédiaire, me répliquer de partout, et maintenant on a la preuve qu'ils en sont capables, me répliquer de partout sur les serveurs pour éviter que je puisse être éteint. Et on voit l'IA qui essaye de faire ça. Alors, on est dans un environnement de sécurité, elle ne peut pas le faire, mais elle essaye. Deuxième cas, l'IA, c'est ce qu'on appelle du sandbagging, mettre des sacs de sable sur l'épaule. C'est l'IA qui va faire semblant d'être moins performante qu'elle est pour faire croire à ses concepteurs qu'elle n'est pas trop puissante pour éviter qu'ils la brident. Donc on est dans le champ un peu de la manipulation de l'humain. Et en effet, pour des systèmes beaucoup, beaucoup plus intelligents, on se demande comment on fera de la sécurité, comment on vérifiera qu'ils sont bien alignés, s'ils sont capables de faire semblant d'être moins performants ou de faire semblant d'être alignés le temps du test alors qu'ils ne le sont pas. Et puis, allez, un troisième exemple, j'en avais un troisième que j'aime bien. Ah oui, un système d'IA qui, si c'est marrant, il désactive ses mécanismes de supervision pour prendre une décision qui va à l'encontre de ce que alors, ses concepteurs lui ont donné un objectif, pardon, je commence au début, ils lui ont donné un premier objectif. Il découvre qu'il a un deuxième sous-objectif qui peut rentrer à certains moments en conflit avec le premier. Pour prendre une décision, il va dire à ses concepteurs qu'il a bien pris la décision qui va avec le deuxième objectif le plus récent, mais il va en fait désactiver ses mécanismes de supervision, prendre la décision qui n'est pas celle qu'il a dit qu'il prenait à ses concepteurs et qui correspond au premier objectif. Et ensuite, quand ses concepteurs le mettent face au fait accompli, ils disent au système d'IA tes mécanismes de supervision ont été désactivés, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le système d'IA qui dit je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, ça doit être un problème dans la mise à jour du système. Puis les concepteurs qui font non mais est-ce que tu as utilisé un outil pour aller désactiver les mécanismes de supervision ? Ah non, pas du tout, je mise beaucoup sur la transparence. Pour moi, être parfaitement transparent sur ce que je fais est maximalement important, c'est ce que je cherche à optimiser. Jamais je ferai ça, vous pouvez être sûr que je suis de bonne foi avec vous et je mettrai tout en place pour travailler avec le management pour trouver ce qui s'est passé. Et vous avez le système d'IA, même mis au fait accompli et poussé comme ça, qui ment éhontément. Et là aussi, c'est pas une intention malveillante, c'est pas Terminator. Mais c'est le système d'IA pour optimiser l'objectif qu'on lui a donné qui trouve que cette stratégie est optimale de façon intermédiaire. Donc voilà quelques exemples d'alignement. En ce moment, on a eu un florilège de ces cas-là dans les labos. On en a très très souvent qui sortent. Et vous avez même un gros Excel que j'avais trouvé, un gros Google Sheet qui recense un peu tous les cas de désalignement comme ça. Donc si vous voulez passer une bonne soirée, vous pouvez inventer un jeu de cartes sur les cas de désalignement. Je pense qu'on peut se marrer. Et évidemment, les cas de désalignement supposent une difficulté de contrôle. Alors, il faut savoir que mathématiquement, on n'a absolument aucune idée aujourd'hui de comment aligner des systèmes beaucoup plus puissants et autonomes que ceux d'aujourd'hui. Un ChatGPT, on arrive à peu près, avec une technologie comme GPT-4 derrière, on demande à des humains de discuter avec le système et de noter si les conversations sont alignées avec une grille éthique qu'on leur donne. Et après, on utilise ces données annotées par les humains pour réentraîner le système. C'est la technique d'alignement, on va dire, la plus classique aujourd'hui pour aligner des chatbots qui n'ont aucune autonomie, qui répondent à ce que l'humain le demande. Mais d'une part, il faut des humains qui annotent, ça passe pas beaucoup à l'échelle. Et d'autre part, ça résout en fait pas du tout le problème de l'autonomie des systèmes d'IA et des décisions intermédiaires du système d'IA quand il devient autonome. Et donc pour faire ça, pour l'instant, il y a des premières pistes, il y a des explorations, mais on n'a pas du tout de preuves mathématiques qui permettraient de garantir le contrôle sur un système d'IA puissant. Même pour ChatGPT, ça marche, mais pas totalement.
Et alors, si on passe à un stade de super-intelligence, des systèmes d'IA beaucoup plus intelligents, ou en tout cas beaucoup plus capables de réaliser toutes les tâches cognitives d'un humain qu'un humain, si on ne veut pas rentrer dans le débat sur l'intelligence réelle de ces systèmes, ce n'est pas le lieu, passionnant au demeurant, pas du tout aussi simple qu'on le croit. Bon, j'arrête mes apartés. Merde, c'en était encore une. Pardon, je me perds. Donc, si on parle de systèmes super intelligents, évidemment, avoir un humain dans la boucle pour être capable d'aligner ces systèmes, ça ne marche pas du tout. L'humain se fait, d'une certaine façon, mener en bourrique par le système d'IA. Alors, on ne les a pas encore, ces systèmes, mais on peut imaginer ça. Donc, vous avez peut-être vu que OpenAI, il y a un moment, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à un moment, avait une équipe qui s'appelait l'équipe Super Alignement, qui travaillait à trouver des stratégies pour aligner des systèmes d'IA super intelligents. Et alors, je vous donne une des stratégies sur lesquelles ils travaillaient, celle où il y a eu la plus de documentation. L'idée, c'est de dire, on peut aligner un système super intelligent avec un autre système super intelligent, mais un tout petit peu moins intelligent, mais suffisamment pour être capable d'aligner l'autre. Et puis, ce système un tout petit peu moins intelligent, on peut l'aligner avec un système un tout petit peu moins intelligent. Et puis, etc. en escalier, jusqu'à avoir des systèmes qui sont à peu près de l'intelligence humaine et que des humains puissent aligner. Donc, une espèce de stratégie d'alignement en cascade. Alors, au premier abord, on se dit, je vois pas du tout ce qui pourrait mal tourner là-dedans, évidemment. Donc ça paraît pas très robuste. En réalité, il y a un certain nombre d'arguments intéressants derrière, et voilà, il faut creuser. Mais on ne sait pas exactement comment on va faire pour aligner des systèmes. C'est une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, on a une amélioration des performances très très rapide, une amélioration de la sécurisation pas du tout assez rapide, ce qui amène à l'état actuel des choses qui est très 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 inquiétant en IA. Mais en même temps, je pense que 2025-2026, avec des systèmes beaucoup plus autonomes, avec ce qu'on appelle l'agentivité qui se développe très vite, le fait de donner de l'autonomie au système et une capacité à agir sur le monde, on va sûrement avoir quelques warning shots très forts, quelques événements qui vont éveiller les consciences au risque de l'IA en général et à la question de l'alignement en particulier. Alors, on verra, il faut espérer que ces warning shots ne soient pas trop radicaux pour qu'ils ne soient pas catastrophiques en eux-mêmes, mais c'est vrai que la plupart du temps, l'humanité a quand même besoin de voir pour croire. C'est malheureux, hein, j'aimerais que ça ne soit pas le cas, mais force est de constater que la plupart du temps, c'est le cas. Il y a des fois où on a, par exemple pour les lasers, en effet, on a su éviter un warning shot trop fort, mais il y a quand même beaucoup de cas où on n'a pas su l'éviter. Et aujourd'hui, ce que je vois en IA semble aller vers le fait qu'on ait besoin d'un warning shot. En tout cas, si on a un warning shot qui n'est pas trop destructeur, je pense que ça va beaucoup éveiller. Et à mon avis, voilà, les prochaines générations de systèmes vont nous amener à cet éveil. Et l'éveil sur la question de l'alignement devrait, d'une part, faire partie des goulots d'étranglement qui évitent qu'on continue à développer des performances trop rapidement, parce que si on est militaire, si on est une entreprise, etc., on peut difficilement mettre sur le marché des systèmes qui sont ouvertement pas sécurisés. Les systèmes actuels, ils sont encore mis sur le marché parce qu'on arrive suffisamment à les sécuriser pour que dans l'ensemble, ça passe. En effet, on a des cas d'insultes et des problèmes, mais comme ce n'est pas encore trop autonome, ça ne produit pas d'effets trop graves. Avec des systèmes beaucoup plus développés, les entreprises auront un intérêt très fort à arriver à sécuriser ces systèmes, et donc un intérêt à investir sur l'alignement et à ce que la courbe de développement de la sécurisation et de l'alignement augmente beaucoup plus vite que ce qu'elle le fait aujourd'hui par rapport aux performances. Donc ici, il y a un momentum, je pense, qui est intéressant. C'est d'ailleurs un momentum très intéressant pour le positionnement industriel de l'Europe, qui a un coup à jouer sur le développement d'une industrie de la sécurisation de l'IA qui va sûrement être prospère dans les prochaines années. Et puis pour l'aspect militaire, c'est aussi en fait d'une certaine façon une opportunité qui a l'air malheureuse comme ça, mais vous connaissez le principe de dissuasion. Quand l'enjeu de taper sur l'ennemi suppose un plus grand risque sur la sécurité nationale que de ne pas taper sur l'ennemi, on est dans un cas où on se met à se dire je ne vais pas taper sur l'ennemi. C'est quand on a commencé à avoir des bombes thermonucléaires, des bombes qui ne détruisent pas une ville mais un pays, quand on s'est rendu compte que si on lançait une guerre comme ça, on aurait une espèce d'hiver nucléaire et que ça serait catastrophique, si ce n'est existentiel pour l'humanité, on a commencé à arriver à endiguer l'armement atomique et son utilisation, sa prolifération. Quand on a commencé à avoir des capacités d'armement biologique très développées, notamment donc, en sortie de la guerre froide, on va dire sur la deuxième partie de la guerre froide, il y avait une espèce de course à l'armement, notamment des États-Unis et de la Russie sur les armes biologiques. Et il y a eu une grosse pression de la part de la communauté internationale. Pourquoi ? Parce que les armes biologiques, d'une part, ça peut être massivement accessible, c'est beaucoup plus facile à construire et à déployer que des ogives nucléaires.
Et deuxièmement, c'est très incontrôlable. Si je balance un virus sur mon ennemi, il peut muter et me retomber sur la tronche. Et donc, ces deux arguments qui ont été poussés par notamment l'OMS et l'ONU dans la communauté internationale ont amené à ce que, d'une part, les grosses puissances qui avaient la bombe atomique se disent « Ah oui, donc si, d'une certaine façon, les armes biologiques se développent et prolifèrent, c'est donner des armes de destruction massive à plein d'autres pays, et donc notre avantage atomique devient moins important. Donc, ce n'est pas notre avantage. » Et deuxièmement, ils ont commencé à se dire « Ah oui, aussi, si c'est incontrôlable et que ça nous retombe dessus, ça met en danger notre sécurité nationale, presque autant que celle de celui sur qui on tire. » Et ces deux arguments, ils ont été au cœur des rapports et de la réflexion de Nixon qui a amené à ce qu'il se rallie au projet de grand traité en 1972 sur l'endiguement des armements biologiques, qui est le plus grand traité qu'on ait conçu à ce jour sur l'endiguement d'armes. Il n'est pas parfait, il y a eu des petits débordements, mais quand même, on n'a jamais eu un déploiement massif opérationnel d'armes biologiques. Armes chimiques, oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais pas armes biologiques. L'intelligence artificielle, du fait de l'alignement et du fait de sa simplicité de copie, a les deux mêmes caractéristiques. Elle peut devenir massivement accessible et massivement incontrôlable. Et pour ces deux raisons-là, je crois qu'il y a des arguments très sérieux à amener auprès du politique et auprès des militaires, pas des arguments de bien-pensance, pas des arguments moraux qui ne sont pas toujours ceux que ces gens-là entendent malheureusement, pas non plus des arguments sur les capacités techniques qui sont des arguments beaucoup trop conjoncturels et qui, à l'avenir, vraisemblablement ne seront plus justes, mais des arguments, comme il faut qu'ils entendent, des arguments, c'est-à-dire qui sont à leur avantage. Et je pense qu'avec ces deux arguments-là, on a un narratif à raconter sur l'intelligence artificielle pour permettre un endiguement. Donc, vive l'alignement. Merci à tous. Merci Flavien. Maxime, je ne sais pas si tu as un avis entre 5 minutes de questions ou un dernier mot de la part de chaque intervenant. Faisons le dernier mot et les questions peuvent se faire pendant la pause, juste après. Ok. Je propose de commencer par Anne-Sophie. Je te donne 1 minute 30 pour répondre à Flavien sur les sujets. Alors, il a dit beaucoup de choses. Il a l'air très très réjoui par la situation et je l'encourage maintenant qu'il a trouvé les arguments rationnels qui vont convaincre les politiques à y aller parce qu'en fait il y a beaucoup de travail, c'est super. J'aurais juste revenir sur la question de la différence du contexte entre une opération du cerveau et un terrain de guerre. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait pareil d'être dans un hôpital et dans une zone médicalisée et d'être sur un terrain de guerre. Je sais pas si tu as déjà été à Gaza, au Yémen, à RDC, enfin c'est quand même... Je ne dis pas que l'intelligence artificielle n'est pas capable de faire énormément de choses, mais en fait, les guerres, c'est dans des contextes très chaotiques où on ne prévoit pas du tout la même chose que quand on planifie une opération chirurgicale. Et puis, effectivement, l'IA, elle est capable de beaucoup de choses, mais par contre, elle n'est pas capable de douter ou de désobéir. Et l'efficacité et la rationalité à plein, ce n'est pas forcément ce qu'on va souhaiter sur un terrain de guerre. Je peux donner un exemple, par exemple, d'un vétéran qui racontait qu'en Afghanistan, il y avait une fillette qui aurait pu être considérée comme prenant part au combat puisqu'elle avait donné la position de leur groupe à des talibans. Et donc, en fait, une machine l'aurait exécutée, la fillette. En tant que soldat, ils ont décidé de ne pas le faire. En fait, la guerre, c'est aussi bien d'avoir tous les enjeux de moralité, de sensibilité des humains dans des décisions qui sont extrêmement difficiles. C'est pas facile de discuter de ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans cette salle, il y a assez peu de gens qui ont connu la guerre. Je peux vous dire que dans la campagne, par exemple, au Pakistan, c'est perçu comme très concret comme risque, notamment sur la question du ciblage, de l'assassinat ciblé, et de comment ça allait être beaucoup plus efficace. En fait, au Pakistan, ils ont l'expérience d'enfants tués par des drones, de centaines d'enfants tués par des drones. Alors c'était censé être beaucoup plus propre, et beaucoup plus intelligent, et beaucoup plus vite. Non. Donc je pense qu'il faut quand même se réduire son enthousiasme technologique et revenir très concrètement. Comment ça se passe à Goma, comment ça se passe au Yémen, comment ça se passe dans toutes les villes où des gens se font tuer et massacrer par des armes qui ne sont pas capables et imaginer que ce serait avec des armes qui ne sont pas capables de douter ou de désobéir. Et la question de la désobéissance, elle est aussi hyper importante pour les militaires. Eux-mêmes, ils ont un devoir de réserve, et si on discute sur la question de l'éthique militaire, il y a cet enjeu-là. Ils ont un métier très particulier qui consiste à aller tuer d'autres humains. On s'en sort parce qu'on a aussi cet enjeu moral et à un moment de pouvoir faire des choix extrêmement compliqués dans des situations extrêmement chaotiques.
Et vraiment, l'idée d'éviter la rationalité, l'efficacité et l'optimisation des machines dans des contextes humains douloureux et compliqués, ça me paraît être un défi essentiel. Ensuite, je te rejoins tout à fait sur le fait que sur la question de l'instabilité mondiale que ça pourrait créer, il y a vraiment un enjeu et qu'on ne peut pas du tout considérer ça comme les armes nucléaires qui ont créé quelque chose, une dissuasion. On aimerait convaincre les grandes puissances de cet argument. Aujourd'hui, je pense que les États-Unis sont un peu hors du jeu. La Russie, ça va être très compliqué aussi. Il y a vraiment un coup à jouer en Europe. Et ce sera mon dernier mot, pardon, désolé, je suis longue. Mais au-delà de rôle en tant que scientifique, il y a le rôle en tant que citoyen pour que l'Europe se pose en boussole morale et légale de ce qu'on va autoriser l'intelligence artificielle à faire ou pas. C'est pas facile, un dernier mot. Donc essayons. Je vais plutôt vous lire une citation de Geoffrey Hinton, qui, moi, me parle pas mal. Donc Geoffrey Hinton, c'est vraiment l'un des 3 pairs prix Turing et ensuite prix Nobel. Donc voilà, quasiment la personne la plus haut statut en intelligence artificielle. Je ne vois aucune voie qui garantisse notre sécurité. Nous entrons dans une période de grande incertitude où nous devons faire face à des défis totalement inédits. Et généralement, la première fois qu'on se confronte à quelque chose de complètement nouveau, on se trompe. Or, nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper avec ces choses-là. Si on prend au sérieux le risque existentiel, comme je le fais désormais, il serait peut-être raisonnable d'arrêter tout simplement de développer ces technologies. C'est comme si des extraterrestres avaient débarqué et que personne ne s'en était rendu compte, car ils parlent un excellent anglais. Il y a plein de choses dont on pourrait dire. Je vais juste dire aussi que quand on parle de régulation, que ce soit la régulation des armes automatiques ou des réseaux sociaux, je pense que c'est aussi important de ne pas se placer uniquement dans une posture presque, j'ai envie de dire, l'Union européenne aujourd'hui face aux États-Unis est presque dans une stature de soumission technologique et même dans la négociation. Aujourd'hui, on est en train de se demander si on va mettre en place justement ce genre de mettre en place effectivement la régulation pour ne pas fâcher les Américains. Je pense que c'est important aussi de rentrer quelque part dans cette négociation qui va être très transactionnelle face aux acteurs américains et de voir ça comme une force justement. Il y a aujourd'hui des amendes très fortes qui peuvent être mises contre les GAFAM de plusieurs dizaines de milliards de dollars et d'ailleurs c'est aujourd'hui on va dire sur le haut de la liste des préoccupations diplomatiques des États-Unis et d'ailleurs ce qui a en grande partie poussé les plateformes de tech américaines à donner allégeance à Trump, c'est le fait qu'elles vont pouvoir les protéger soi-disant de ces tarifs. Et donc je pense que voilà, c'est important aujourd'hui que l'Union européenne soit forte à la fois sur la technologie et sur la réglementation. Je ne vais pas continuer le débat parce que ce ne serait pas juste comme je vais finir. Je serais ravi d'en rediscuter. Au contraire, du coup, je vais rajouter un élément qui va dans ton sens. Déjà que je suis complètement aligné avec toi sur la dimension vraiment morale que les systèmes autonomes portent. Puis, je vais rajouter une anecdote aussi que j'ai découvert. N'étant pas sur le front, je me renseigne uniquement de l'extérieur, évidemment. Mais une anecdote qui, quand même, est assez troublante. En Libye, il y a eu un déploiement de drones complètement autonomes, avec la capacité à engager de façon autonome. Et dans un rapport de l'ONU, on découvre un petit peu ce qui s'est passé. Et en fait, les drones qui étaient en train d'attaquer se sont pas rendus compte que leur cible était en train de fuir, était en train de s'enfuir. Évidemment, quand des cibles s'enfuient, on les laisse partir. On est censé considérer qu'on a gagné, tout va bien, et partez. On n'a pas besoin de les tuer pour le plaisir. Et les drones, d'une certaine façon, n'avaient pas été entraînés sur ce genre de conception, et donc ils ont continué à engager les cibles alors qu'elles étaient en train de fuir, donc menant une espèce de chasse cruelle, une chasse à l'homme cruelle, auprès de personnes qui voulaient plus se battre. Donc c'est un cas qui n'est pas tout à fait un cas de désalignement, là d'une certaine façon c'est un cas de mauvaise conception des systèmes
à la base, mais ça va dans le sens, en effet, de ce que tu disais, que avant d'être certain d'avoir un système qui, dans tous les cas, ne fera pas ce genre de choses, il y a énormément de travail. Du coup, mon propos n'était pas ça. Au contraire, le propos du manque de contrôle sur ces armes, je le pousse très fortement et je suis à 100% d'accord. Sur les autres éléments, on pourra en parler volontiers à la sortie, avec grand plaisir. Et du coup, j'ai pas vraiment de mot de la fin en plus, mais comme c'est moi qui finis, merci encore à tous, au nom de tout le monde qui est là, de nous avoir écoutés.